Maintenant, l'invité de la matinale, il a été chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant suprême allié transformation à l'OTAN et conseiller militaire d'Emmanuel Macron durant sa campagne de 2017. Jean-Paul Paloméros est l'invité de la matinale de Radio Classique. Général, bonjour. Bonjour. Merci de venir parler aux auditeurs de Radio Classique. Avec vous, on va évoquer évidemment ce conflit entre d'un côté l'Iran et de l'autre côté Israël et les États-Unis. Ça fait 10 jours qu'il dure. Quelle première leçon en tirez-vous ? La première leçon, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Et là, en l'occurrence, l'Iran, c'est un adversaire de taille pour la coalition israélo-américaine. Vous estimez qu'il a été sous-estimé ? Oui, sans doute, parce qu'on oublie que l'Iran a mené une guerre terrible contre l'Irak avec des centaines de milliers de morts et que finalement, elle l'a gagné, plus ou moins. Enfin, en tout cas, elle en est sortie, alors que c'était juste après la révolution islamique, c'était quand même. Et puis que, finalement, il y a eu effectivement un traité pour limiter l'accession nucléaire, mais d'un autre côté, on n'a pas du tout limité l'accès aux missiles de croisière, aux missiles balistiques, enfin, à tout ce qui nous embête, ce qui embête aujourd'hui les pays du Golfe en particulier, qui présentent un caractère particulier et une faiblesse pour l'ensemble en termes de défense. Donc, oui, l'Iran se tient... elle est frappée violemment. Il faut avoir de la patience stratégique même, je dirais, parce que toutes ces frappes ne produisent leurs effets que lorsqu'elles sont combinées. Donc, il va falloir encore attendre un peu. Et la question de la patience stratégique, c'est la vraie question que tout le monde se pose. Combien de temps M. Trump peut-il accepter cela ? Il pensait peut-être à une victoire plus simple, ça ne sera pas le cas, pour différentes raisons. Le détroit d'Ormuz, il y a de nombreuses raisons qui laissent penser qu'on est parti pour une guerre assez longue. D'ailleurs, le chef d'état-major israélien l'a dit très clairement hier. La question du temps est essentielle, vous le soulignez. D'ailleurs, les Iraniens s'y sont pas trompés. Ils ont dit on est capable de faire la guerre 6 mois. Ils ont très vite réagi, c'est-à-dire le guide suprême, une fois mort, ils en ont trouvé un autre très rapidement. Il n'y a pas eu de flottement. L'intérim a très bien fonctionné. Qu'est-ce que ça dit des intentions iraniennes, cette capacité à gérer le temps, alors qu'on a face à eux un Donald Trump qui a toujours démontré qu'il était pressé en tout? Pour eux, c'est existentiel. C'est la République islamique, et puis c'est leur cas individuel, si je peux dire. C'est le pouvoir, tout simplement. Près de 50 ans de pouvoir. Et tout ce qui ne serait pas une défaite iranienne serait considéré comme une victoire, si vous voulez. Même si on s'en sort par des pourparlers, je ne sais quoi, ça prouvera que l'Iran est capable ça prouverait que l'Iran est capable de résister à une coalition la plus grande qu'on puisse constituer aujourd'hui, quasiment, de moyens colossaux américains, les Israéliens qui sont passés maîtres dans l'art de cette guerre. Donc, ils sont dans cette position où, s'ils ne perdent pas à plat de couture, si je puis dire, si vraiment le régime ne change pas, il faut appeler un chat, eh bien, ils s'en sortiront plutôt bien, et puis ils se reconstruiront. Donc, la balle est dans notre camp, enfin dans le camp de Donald Trump, des Israéliens, et puis de ceux qui les soutiennent. Et il faut, au bout du compte, que ça aboutisse à un changement de régime. Au bout du compte. Quand vous dites la balle est dans notre camp, dans une sorte de lapsus qu'on comprend volontiers, quel est notre camp à nous, les Français ? Notre camp, ça doit être celui de la paix, ça doit être celui... Mais la paix, on ne l'obtient pas comme ça, simplement, par des phrases et des discours. Je critique pas du tout. La situation est complexe pour l'Europe, qui n'a pas d'ailleurs vraiment les moyens de s'engager là-dedans. L'Europe soutient l'Ukraine assez massivement, il faut le dire. On n'oublie pas que c'est vraiment historique. On a 2 conflits majeurs, entre guillemets, sur les bras, aujourd'hui, dans le monde. C'est assez piquant de voir que M. Zelensky peut fournir son aide aux pays du Golfe pour la lutte anti-drone. On pourrait presque dire l'Europe soutient l'Ukraine soutient les pays qui essuient les tirs des drones iraniens. En tout cas, l'Ukraine a appris à se battre, et c'est un atout. Mais une fois qu'on a dit ça,
D'abord, il faut protéger nos frontières. On voit que Chypre n'est pas à l'abri de frappes iraniennes, ce qui prouve un peu ce que nous disions, nous, chefs militaires. Dire attention, l'Iran est un danger, c'est pas un danger régional. C'est pas un danger, c'est un danger mondial. Un danger mondial parce qu'il y a évidemment le risque de prolifération. Alors, entre-temps, la Corée du Nord est passée par la petite porte, mais est devenue une nation du seuil qui a franchi d'ailleurs ce seuil. Et là, l'Iran, c'est vrai, a quand même été affaibli. Il faut regarder les choses. On ne prend pas des tonnes de bombes, etc., sur la tête sans être affaibli. Mais à ce stade, pas à un point où on atteigne ce changement de régime. Nous, ce qu'on doit faire, à mon sens, c'est assurer et c'est accepter et comment dirais-je, vous savez qu'on a des accords avec les pays du Golfe, il faut qu'on soit loyaux et fidèles vis-à-vis de ces gens-là. Donc on est parti, qu'on le veuille ou non, on est parti de cette guerre. On a des hommes et des femmes qui sont engagés d'ailleurs sur ce théâtre d'opération. C'est un discours assez compliqué à tenir pour le président de la République, c'est-à-dire être contre l'escalade, se battre pour la désescalade et en même temps dire, comme vous venez de le dire, il faut qu'on soit solidaire avec nos alliés du Golfe. Il y a un domaine capable de riposter pour les défendre. Absolument, la meilleure défense, ça reste l'attaque. Et en tout cas, il y a un point clé qu'a abordé le président de la République dans sa récente allocution, c'est l'affaire du détroit d'Ormuz, sur lequel j'essaye de mettre l'accent depuis bien longtemps, parce que c'est pas récent que le détroit d'Ormuz est un point stratégique et qui permet à l'Iran de contrôler, entre guillemets, le robinet. Mais si vous voulez vraiment parler sérieusement du détroit d'Ormuz, il faut regarder la menace qui pèse sur ce détroit. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est de même nature que la guerre globale qui est menée contre l'Iran. Ça en fait partie. On ne peut pas l'extraire, si vous voulez, parce que les menaces sont les mêmes. Les menaces sur les bateaux, ce sont des cibles faciles. Pourquoi il est stratégique, ce détroit d'Ormuz ? Répétez-le. Parce que, d'abord, il est très étroit. Donc, on peut tirer quasiment à vue, si vous m'excusez cette expression, et les Iraniens se le sont appropriés. En dépit, on peut parler du droit international, si on veut. Là, pour le coup, on ferait bien de défendre le droit international, le droit à la circulation. Et donc, ils se sont appropriés, ils ont décidé que seuls les bateaux chinois pourraient passer, etc. Ça, c'est vraiment pas acceptable. Alors qu'on est en train de mener une guerre tous azimuts et vraiment très dure, enfin les Américains, les Israéliens. Et là, il y a ce point faible. Et le deuxième point faible, si vous me le permettez, c'est la défense globale des pays du Golfe. On se rend compte qu'ils ont un certain parapluie américain, mais ce parapluie, ce n'est pas le dôme de fer israélien. D'abord, il y a une très grande surface à défendre, et les Iraniens sont passés maîtres dans l'art des frappes de drones. Ils sont aidés, à mon avis, dans le ciblage par les Russes, me semble-t-il, pour que leurs missiles balistiques soient beaucoup plus précis qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant, et ça change la donne. Général, comment comprenez-vous justement la déclaration du président de la République iranienne qui s'excusait presque samedi d'avoir envoyé des missiles sur ses voisins arabes en disant qu'il le regrettait quasiment, et puis finalement les tirs ont repris. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces précautions iraniennes ? Je pense qu'il a regretté très rapidement. Le président, depuis le début de cette crise, il a une attitude, il essaye de trouver un juste milieu. Je ne suis pas sûr que son pouvoir soit vraiment réel, mais ça trahit sans doute le fait que tout le monde n'est pas quand même en Iran, tout le monde n'est pas forcément sur la même ligne extrêmement dure qui est menée aujourd'hui, parce que quand on voit que les dépôts pétroliers, par exemple, sont en feu, on n'a pas encore touché à un point stratégique qui est l'île de Karg, où se négocie enfin tout le pétrole, 90% du pétrole iranien. Donc les Iraniens sont encore à risque, fort heureusement pour nous, si je puis dire. Donc voilà, il va falloir être patient, il va falloir être constant. Pas falloir attendre des résultats instantanés, tout ça se traite dans le long terme. Essayer de combler un peu nos trous dans la défense. Et du côté des pays du Golfe, ça va pas être très simple. Et puis s'apprêter à des temps un tout petit peu difficiles. Est-ce que l'arme, je dis pas secrète, parce qu'elle est presque évidente, de l'Iran, c'est pas un choc pétrolier ?
Oh bah, ils l'ont compris. Alors, ça les touche aussi en revers. Hein. Au début de cette guerre, ils n'étaient pas quand même dans une situation extraordinaire. Les manifestations l'ont prouvé. Et donc, ça ne va pas arranger leur sort. Et à mon avis, il n'y a pas grand monde qui puisse vraiment les aider. Aujourd'hui, les Russes ont quand même d'autres choses à faire. Les Chinois, j'ai pas le sentiment qu'ils veulent s'engager vraiment, pour l'instant en tout cas, dans cette crise. Ils ont déjà le problème de leur propre fournisseur d'énergie qui leur fait défaut, hein, en partie en tout cas. Donc je pense que les Iraniens se retrouvent relativement seuls. Mais, comme je le disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas battus à plat de couture, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement de régime, au bout du compte, c'est eux qui auront gagné. Général, ce qui a changé la donne dans cette guerre et qui la transforme radicalement, c'est l'intelligence artificielle, peut-être encore plus qu'en Ukraine. Elle joue un rôle décisif. Vous avez travaillé, vous, sur les doctrines du temps où vous étiez commandant auprès de l'OTAN. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, cette intelligence artificielle? C'est une vraie révolution. Entre le début de la guerre en Ukraine et aujourd'hui cette guerre en Iran, tout a changé. Alors moi, j'aime bien l'intelligence artificielle. C'était un excellent terme de marketing. Maintenant, il faut aller plus profondément dans les processus et leurs effets pour pouvoir en tirer quelque chose de constructif. Moi, j'aime bien parler de l'intelligence augmentée, de l'intelligence collaborative, parce que ça prouve qu'avec des algorithmes, on peut aider l'homme à mener certaines actions, à réfléchir, peut-être à synthétiser plus rapidement, par exemple les renseignements qui viennent de nombreux capteurs sur un théâtre d'opération. Mais il y a un moment donné où c'est le jugement humain qui doit s'appliquer. Et il ne faut pas perdre cette vue, il faut garder cette aptitude à contrôler, tout en accélérant. Et c'est très bien. Si on peut accélérer le rythme des opérations grâce à l'intelligence artificielle, on aurait tort de s'en prouver. Si on peut rendre les drones, par exemple, plus efficaces, comme le font les Ukrainiens, avec l'intelligence artificielle, on aurait tort de s'en priver. Mais ne tombons pas dans un travers qui serait de laisser faire à l'intelligence artificielle des choix stratégiques, comme celui, par exemple, des cibles. Ultime question, Christian Macarian, à 7h40, disait il y a un hiatus dans les buts de guerre israéliens et américains. Vous le ressentez? Est-ce que ça, c'est un facteur d'échec de cette guerre pour ces deux pays occidentaux? Je ne sais pas s'il y a un hiatus ou un problème de réaliser effectivement ce que l'Iran est aujourd'hui, la puissance qu'elle représente et surtout les effets induits. Je crois que quand vous attaquez une guerre, évidemment, il faut avoir une idée assez claire de la situation, mais pas uniquement de la situation tactique, si vous voulez, de l'ensemble stratégique. Or, dans cet ensemble stratégique, aujourd'hui, il y a, je reviens là-dessus, mais les pays du Golfe, le détroit d'Ormuz, enfin, il y a des points comme ça qui sont incontournables. Et si vous essayez d'enjamber ces points-là, ça vous retombe dessus parce que ce sont les points faibles que l'ennemi utilise, bien sûr, et capitalise là-dessus. Jean-Paul Paloméros au micro de Radio Classique. Général, merci, à bientôt. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, notre ami Luc Ferry, 8h28.